amoindri, contesté, mais surtout critiqué sur le continent africain. La France n'avait visiblement d'autre choix que de suspendre donc définitivement l'opération Barkhane du côté du Sahel, où elle était désormais mal embarquée avec le Mali, qui avait annoncé en tout cas cesser désormais de coopérer avec la France, du moins de devoir en tout cas cette force donc d'interposition sur son sol. Si tel est vrai que eh bien, les résultats jusqu'ici étaient justement médiocres, le président français en croit donc les sources de l'Elysée va donc mettre fin demain du côté de Toulon à la force, à la présence Barkhane sur le Sahel. Eh bien, il est donc question de réorienter la nouvelle approche, la nouvelle dynamique donc militaire française sur le continent africain. Et nous on fera le point autour de ce fait d'actualité avec vous, Nestor Podassé, Issa Diarra, mais surtout Luc Michel, le géopoliticien, notre géopoliticien qui nous attend en ligne depuis Bruxelles. Luc, bonsoir. C'est une défaite profonde pour la France. C'est le début, évidemment, puisque les Français sont encore présents dans les pays voisins. Mais l'émission de France 5 Télévisions, c'est dans l'air qui était consacrée à la cyber-guerre et qui était diffusée pour la seconde fois samedi, attribue la défaite française à notre victoire dans la guerre médiatique. Celle d'Afrique Média de moi. Constater leur défaite et se retirer. Évidemment, il faut souhaiter que ce soit la suite des autres missions militaires occidentales. Luc Michel, on espère effectivement que la Légion sera on ne peut plus stable pour nous permettre au mieux de discourir autour de ce fait d'actualité. Nestor, nous vous accueillons depuis le Burkina Faso. Bonsoir. Bonsoir, mon frère. Bonsoir aux techniciens. Bonsoir au PDG. Bonsoir à Luc Michel et bonsoir à tous mes copanélistes. Bonsoir à tous les téléspectateurs d'Afrique Média, ceux qui sont sur la télévision, ceux qui sont sur la page YouTube et Facebook. Vous avez notre coucou. Merci beaucoup pour votre encouragement. Ça fait 2 jours, on ne s'est pas vu. Je suis là, je me porte bien par la grâce de Dieu. Bientôt, on va enterrer l'armée française du Sahel définitivement. On est ensemble. Le combat continue à bas la France, à bas l'impérialisme. Merci beaucoup. Apprécier à votre niveau en tout cas ce fait d'actualité qui n'est pas encore définitivement, alors officiellement, qui n'a pas encore donc officiellement pris corps, mais on le sait, ça sera donc fait demain. Comment apprécie donc effectivement cette démarche de la France qui voudrait officiellement mettre fin donc à l'opération Barkhane au Sahel? Bon, nous en tout cas, on prend ça, on voit ça comme ça doit être, parce que nous, il ne suffit pas d'annoncer, mais nous, on veut les voir plier bagages. Le jour où on va voir le dernier soldat français quitter le Niger, le Tchad et le Burkina, voilà, là, nous serons convaincus que la France quitte le Sahel définitivement. Mais tant qu'ils ont quitté le Mali, ils sont au Niger, ils sont au Burkina, ils sont au Tchad, nous, on n'est pas encore convaincus. D'autant plus qu'ils sont en train d'annexer le Bénin où ils n'étaient pas. Actuellement, ils sont au nord Bénin. Ils sont en Côte d'Ivoire, ils sont en train de renforcer leur position. Ils sont au Sénégal. Tant que toutes ces bases-là sont là, notre combat n'est pas fini. Donc, ces annonces-là, ça nous fait ni chez nous froid. Nous restons vigilants, nous restons déterminés. Notre combat doit continuer, vaille que vaille, coûte que coûte, jusqu'à ce que l'impérialisme quitte l'Afrique définitivement. Pour le moment, c'est un coup d'épée dans l'eau de mer. Et nous pensons que Emmanuel Macron et ses soldats et ses militaires mercenaires doivent quitter l'Afrique, un point, un trait. Il n'y a pas de demi-mesure là-dessus. On y reviendra tout à l'heure pour comprendre au mieux cette décision. Barkhane s'en va, même si on sait que les bases militaires françaises restent assez pléthoriques sur le continent africain. Issa Diarra, nous vous accueillons rapidement. Bonsoir Issa. Oui, bonsoir à vous, M. Fabrice Ndoum, et bonsoir à mon frère et camarade Nestor Podassé, que je vois de l'autre côté. Je n'ai pas vu peut-être les autres. Donc, bonsoir à tous et merci pour l'invitation. Monsieur Issa Diarra, rapidement, donc votre lecture autour de ce fait d'actualité, Emmanuel Macron qui annonce mettre un terme définitivement donc à l'opération Barkhane
au Sahel. Ça sera donc officiel à partir de demain. 9 ans, désormais, 9 années de présence, en tout cas, de cette opération Barkhane sur le Sahel. Mais on le sait, les résultats sont médiocres. Et bien, face donc, on va dire, aux nombreuses critiques, on va dire, sur le continent africain. Et même Macron était-il désormais contraint donc à surseoir cette opération sur le continent africain de manière beaucoup plus précise du côté du Sahel. Issa Diawara. Ok, merci d'abord pour témoigner de l'unité du combat au niveau de l'Afrique. Je reçois aujourd'hui un ami du Burkina qui est venu chez moi ici. Je vous le présente. Donc, c'est l'unité africaine qui est en cours, qui est en marche. Ceci étant, il s'appelle Jérémy Lakou. Il a fait le déplacement, c'est sa première fois au Mali, uniquement pour venir aussi s'inspirer de la lutte panafricaine portée aujourd'hui par le Mali. Après cela, je vais essayer de répondre à votre question, effectivement. Macron, pour moi, c'est, comment on appelle ça, un trompe-l'œil. Hein? Il essaie de tromper des gens. C'est pas Macron d'annoncer la fin officielle de Barkhane. Le peuple africain a déjà annoncé la fin officielle de Barkhane. Macron est dans une guerre de communication, bien sûr, et nous répondons présent à cette guerre de communication. Macron a décidé de se prononcer sur la fin officielle de Barkhane. C'est un jeu de mots, c'est pas vrai. En fait, c'est l'expulsion officielle de Barkhane. Donc, Macron doit remettre les choses dans leur contexte. Je ne crois pas que c'est la fin officielle de Barkhane, mais c'est plutôt l'expulsion officielle de Barkhane. Ce sont les peuples d'Afrique qui ont dit qu'ils ne veulent pas de Barkhane. Si Ibeka était resté présent du Mali, Roch Kaboré était resté présent du Burkina Faso, je pense que Barkhane allait continuer à opérer tranquillement comme si de rien n'était. Si aujourd'hui on parle de la fin de Barkhane, c'est parce qu'il y a eu la venue au pouvoir des jeunes officiers, notamment le colonel Assimi Goïta, du côté du Mali et du côté du Burkina aujourd'hui. Vous avez le capitaine Ibrahim Traoré, et bien sûr, et même du côté de la Guinée, nous avons un frère, Mamati Toubia, et le colonel Mamati Toubia. C'est à cause de cela qu'on parle aujourd'hui de la fin de Barkhane. Donc ce n'est pas une fin, c'est une expulsion. Maintenant, est-ce que Barkhane peut faire autrement? Moi, je pense que non. Parce que n'oubliez pas, beaucoup nous ont appelé pour nous dire qu'il y a un navire de la Côte d'Ivoire qui a le deuxième plus grand navire de la France, 190 mètres de taille, qui vient d'accoster au niveau de la Côte d'Ivoire avec 60 blindés, je ne sais pas, 6 hélicoptères ou 3 hélicoptères, et 300 militaires. Mais nous, ça nous fait ni chaud ni froid. Ça nous dit rien. Et ce sont des tapages. En réalité, le peuple malien est préparé et nous disons à Macron que nous sommes prêts à toutes les éventualités. Et de toute façon, l'Afrique, ce n'est pas l'Europe. Macron n'a pas à dépêcher des militaires ici. En Côte d'Ivoire, ils disent quoi? Ils luttent contre la pêche ou contre le trafic de drogue. Ah, mais pour cela, il faut débarquer 60 blindés et quelques. Ça ne nous dit rien. Du côté du Sénégal, il y a un convoi de la milice qui arrive, qui est même déjà en territoire malien. Nous allons bloquer bientôt ce convoi. Donc la France ne peut pas bouger ici. Beaucoup de mercenaires. L'autre jour, les militaires ici au Mali ont capturé beaucoup de mercenaires dans une ville à 20 km de Kati. C'est-à-dire, la localité s'appelle Dral. C'est un peu un banlieue de la ville de Kati. Et dans d'autres, il y a une forêt non loin, Baoulé aussi. Il y a quelques mercenaires qui se font prendre et un peu partout, en plus des mercenaires de Ouattara qui sont détenus, au niveau de ces sites. Tous les mercenaires de la localité de ces sites, tous les mercenaires de la France-Afrique ont été neutralisés là-bas. Ils sont en cours d'effectif. Aujourd'hui, vous voyez entre eux là-bas, dans une partie du Mali, ils essaient de se battre au confins du Mali vers la partie nord. Et là encore, l'armée malienne viendra terminer le travail. Donc nous sommes sereins ici, tout va bien. C'est l'expulsion de Barkhane, c'est à quoi on vient d'assister. Et maintenant, est-ce après Barkhane, le Mali sera en difficulté? C'est la communication de la France, des Américains ou autres, que depuis que la France est partie, le tourisme a gangréné. Ça, c'est peut-être un autre Mali. Le Mali dans lequel moi je vis, je circule tranquillement. Dans ce Mali, le tourisme est en difficulté. Et bientôt, le partenariat avec le Burkina, bientôt c'est la fin du tourisme au Sahel. Ça ne sera pas pour tout de suite. Le combat n'est pas facile, mais je vous dis que c'est nous qui sommes en train de monter en puissance et que les touristes sont en train de se chercher. Raison pour laquelle vous allez voir BFM TV, tous les médias de la France sont activés et nous avons des informations. Plusieurs blogueurs recrutés au Mali
pour bien sûr aider la France dans cette guerre de communication avec plusieurs politiciens, mais beaucoup aussi sont aujourd'hui en débandade, beaucoup sont en fuite, le peuple malien est serré et nous sommes convaincus que nous allons remporter ce combat qu'on nous impose. Merci. Vous, Issa Diarra. Alors, Luc Michel, on a suivi Issa Diarra tout à l'heure et pour lui, il ne faudrait pas faire de l'amalgame. Ce sont les peuples africains pris dans leur immense majorité qui ont eu, on va dire, finalement raison de l'opération Barkhane, qui est donc obligé de plier bagage. Est-ce que c'est dans ce sens que l'on devrait véritablement accueillir cette volonté d'Emmanuel Macron d'y mettre finalement un trait autour donc, de la présence de Barkhane au Sahel? Écoutez, il faut constater quelque chose, c'est que la défaite française a toujours tout d'abord été une défaite stratégique. C'est le fameux livre d'Antoine Pérouse de Monclos, intitulé Une guerre perdue de la France, le Sahel, qui a été publié en 2019. Là, tout était dit. Il y a eu un débat de fond à ce moment-là qui était ouvert en France par des journaux comme Marianne, comme Le Figaro, etc. Intellectuellement, Marc-Antoine Pérouse de Monclos, qui est un proche de Le Drian et de Dicton, de Le Drian, le Dicton, la Fondation Saint-Simon, posait la question, il disait, nous ne savons pas si Barkhane va devoir quitter le Sahel, mais quand et comment. Aujourd'hui, les Français quittent le Mali sans gloire. Ils vont continuer, évidemment, ils ne sont pas encore entièrement mis dehors du Sahel, mais c'est un pas en avant. D'autant plus qu'il faut savoir ceci, c'est que les Américains eux-mêmes ne veulent plus des Français dans le Sahel. Ils veulent américaniser la guerre du Sahel. Et le refus de la présence française, évidemment, est un point important. Les Français, aujourd'hui, sont pris entre le marteau et l'enclume. Le marteau, c'est la colère des masses panafricanistes. L'enclume, c'est la volonté de l'impérialisme américain de se débarrasser des Français. Oui, merci à vous. On vous retrouve rapidement, Nestor Podassi, avec cette même préoccupation. Doit-on croire finalement que c'est, on va dire, cette volonté, alors cette démarche finalement d'Emmanuel Macron de tirer un trait quant à la présence de l'opération Barkhane au Sahel est davantage la résultante de ce combat panafricaniste qui est en train de prendre corps, mais qui est aussi en train d'embraser désormais toutes les frontières africaines au point où aujourd'hui personne n'en veut plus de ces forces d'occupation, dit-on désormais, sur le continent africain. Nestor? Oui, c'est à moi la question. Tout à fait, la parole est à vous. Vous dites Emmanuel Macron a fait... Alors, allô? La même question, je vous la pose. Est-ce qu'on doit croire aujourd'hui que cette démarche du président Emmanuel Macron de retirer l'opération Barkhane est désormais liée effectivement à la volonté des peuples africains, de ces nombreux mouvements panafricanistes qu'on observe sur le continent africain qui ne veulent plus effectivement de ces différentes opérations qui sont considérées, il faut le dire, comme des forces purement et simplement d'occupation sur le continent africain aujourd'hui? C'est des mercenaires, c'est des forces terroristes et nous les considérons comme des forces d'occupation. Ils doivent libérer le continent le plus tôt possible. En tout cas, moi, je les ai avertis le mois passé qu'il sera mieux de quitter le plus tôt le Sahel. Sinon, les désastres et la honte qu'ils vont subir, ça sera plus que ce qui est déjà fait. Parce que plus les jours passent, plus dans nos rangs ne font que grossir. Même les plus sceptiques sont en train de nous rejoindre. Et la jeunesse qui est en train de monter et les déplacés internes, à cause de l'insécurité, les déplacés qui sont en ville rejoignent nos rangs tous les jours. Parce que c'est grâce, ils ont compris que c'est grâce à la France, leurs parents ont été tués, leurs villages ont été brûlés, donc ils se sont déplacés dans les grandes villes. Donc ils sont encore plus remontés contre la politique française en Afrique. Donc la France gagnerait à quitter le plus tôt possible Sahel. Sinon le désastre qu'ils vont subir, ça sera plus que ce qu'ils ont fait. Voilà, parce que si les Africains vont leur rendre monnaie, c'est grave. Vous voyez que quand l'armée française est venue au Burkina Faso, dans les années 1800 combien là, à Ouagadougou, ici, ils ont brûlé toutes les concessions sans exception. À Kaya, ils ont tué des êtres humains, donné aux êtres humains de manger. Ils ont transformé des êtres humains en cannibalistes. 400 ans d'esclavage, de pillage, travail forcé. L'Afrique est partie aider la France à gagner Première Guerre mondiale, Deuxième Guerre mondiale. On retourne la France, retourne l'arme et tue ces combattants-là gratuitement, froidement. Donc, la France a fait trop de crimes aux Africains, créé des rébellions, créer des famines, des trucs,
Aujourd'hui, il vient créer terroristes pour tuer nos propres soldats, nos propres populations. Et aujourd'hui, nous avons l'information que c'est eux qui sont venus. Comme ils ne veulent pas faire combat corps à corps direct avec nos armées directement, donc ils vont aller armer des bandits armés pour venir attaquer notre armée, nos populations. Aujourd'hui, nous avons cette information, nous avons les preuves que c'est eux qui sont là pour nos malheurs. Donc, s'ils ont un peu de dignité, il serait mieux de repartir. Sinon, cette jeune Kirantine française va encore subir plus d'humiliation que ce qui se passe aujourd'hui. Donc, la France quitte le Sahel sans gloire, avec tout un but, mais ce n'est que le début du désastre. Le mieux pour eux, c'est de partir vite, parce qu'aujourd'hui, ils ont armes nucléaires. Nous, notre arme nucléaire est plus forte que pour eux. C'est que si je ne vais pas dévoiler ça ici, mais les gens savent ce qu'on doit faire sur le terrain. En tout cas, si la France s'amuse, ce n'est pas bon pour eux. Ça sera une réplique vraiment à la taille de notre bombe nucléaire que nous avons en Afrique ici. Et la jeunesse est prête. Si on ose toucher à un des panafricains, que ce soit au Burkina, au Mali, en Côte d'Ivoire, au Niger, partout en Afrique, si on touche à un cheveu d'un leader panafricain aujourd'hui, ou bien à un État africain, la bombe nucléaire des Africains qui vont s'éclater là, ça sera une réplique sévère et sanglante à la hauteur de leur forfaiture qu'ils ont fait depuis plus de 400 ans sur le peuple noir. Ça fait 700 ans de pillage, 7 siècles de pillage, trop c'est trop. Rentrez chez vous avec votre armée d'occupation terroriste. Nous n'avons plus besoin de vous. Nous voulons que vous rentrez chez vous. Nous aussi, nous allons rester chez nous. Chacun est mieux chez eux. Si vous dites que vous êtes venus pour nous aider et que nous n'avons plus besoin de votre aide, allez-y chez vous. Est-ce que c'est compliqué? Ce n'est pas compliqué. Allez-y chez vous. Nous aussi, nous sommes chez nous. Voilà. Thomas Sankara dit la meilleure façon de vivre digne, de vivre intègre et fier, c'est de vivre africain. Et si c'est de vivre africain et digne, nous préférons cela. Je suis habillé en façon d'Anfani. C'est coton cultivé au Burkina ici, transformé par des tisserands burkinabés, cousu par des couturiers burkinabés, et je porte cela, je suis fier. Donc, ils n'ont qu'à aller chez eux, on n'a plus besoin d'eux ici. Ils ont trop pillé comme ça, c'est bon, ça suffit. Rentrez chez vous comme ça, nous aussi nous allons rester chez nous. On va voir entre vous et puis nous qui est pays pauvre et qui est pays riche. Voilà, c'est ça qui est là maintenant. Tout Africain qui réussit de faire combat de notre côté pour mettre ces bandits français dehors, c'est des traites. Et bientôt, on va faire tribunal des panafricains. Et tous les traites seront pendus. Il n'y a plus de demi-mesure. Tous les médias qui supportent, les médias africains qui vont supporter la France, on va s'occuper d'eux proprement. On va fermer ces médias-là. Nous-mêmes, les panafricains, on est en train de former une brigade panafricaine anti-traite. Et bientôt, ça sera opérationnel dans tous les pays africains. Tu es traite, on s'occupe de toi proprement dit. Tu t'allies ou bien tu déménages pour aller vivre en France avec les papas des traites qui sont là-bas. Tu es en Afrique, tu t'allies derrière le panafricanisme ou bien tu laisses le continent. On ne va plus vivre avec des traites à l'intérieur. Che Guevara a dit, si tu veux faire une révolution, si tu as 10 balles, les 9 balles, c'est pour les traites internes et le 10e là, c'est pour l'ennemi extérieur. Donc, c'est comme ça que nous allons appliquer maintenant. On a trop parlé, on a trop caressé. Maintenant, c'est droit au but. Voilà, parce que c'est la même traite là qu'on utilise pour nous tuer. Je vous assure que le lundi passé, à Ouagadougou, ici, devant la pharmacie Bourmigou, il y a un leader religieux qui m'a appelé, un guide religieux qui voulait me voir. Donc, je partais vers 19h. Je vois derrière dans le rétroviseur de la voiture, je suis suivi par une voiture banale. Alors, donc, je ne vais pas dévoiler tout ici, mais je vous assure que c'était un barbouze. C'était pour m'abattre. Tu vois, non? Donc, après, j'ai pris l'immatriculation, j'ai pu aller déposer plainte, mais on a pu savoir c'est qui. Mais vous voyez qu'actuellement, nous sommes constamment menacés. Tous les jours, nous sommes menacés. Et après vérification, on trouve que c'est un Nigérien. Et le coup est venu de la Côte d'Ivoire. Vous voyez comment ça se passe. Donc, ces traites-là, on va s'occuper d'eux. Nous sommes préparés aussi. Et si un de nous tombe, la réplique sera sanglante et sévère. C'est avertissement donné. Donc, la France et ses barbouzes et ses terroristes-là n'ont pas quitté notre territoire. On n'a plus besoin d'eux ici. On veut vivre chez nous de façon libre et en paix. Les Africains qui vont venir supporter la France ici, là, si nous on t'attrape, on va couper ta gueule. Merci. Oui, merci à vous, Nestor. Issa Diarra, je vous retrouve. Qu'est-ce qui change fondamentalement avec l'annonce du retrait définitif donc, de l'opération Barkhane sur le continent africain, quand on sait quand même que la France régorge sur le continent africain plusieurs bases militaires du côté du Tchad, du Gabon, mais également du côté de la Côte d'Ivoire et
et visiblement du côté du Sénégal. Qu'est-ce qui change dans le fond, dans la méthode, même si on y reviendra tout à l'heure avec cette volonté de l'Élysée qui veut donner une nouvelle orientation, en tout cas l'approche militaire de la France sur le continent africain? Oui, mais moi, fondamentalement, il n'y a pas grand-chose qui change. Hein. En fait, moi, je pense qu'il s'agit des faces d'une monnaie, d'une pièce. Donc, moi, je ne vois pas grand-chose qui change tant que la France aura une seule base militaire en Afrique. Parce qu'une base militaire peut servir à se projeter de loin dans les théâtres d'opération. N'oubliez pas que les premiers militaires qui ont parachuté, les militaires français qui sont arrivés ici au Mali, beaucoup étaient partis déjà de N'Djamena, du Tchad. Donc, même si la France a une seule base militaire du côté du Tchad, beaucoup de pays africains se trouvent menacés à la fois, que ce soit la Centrafrique, le Cameroun, le Mali. C'est-à-dire, la présence militaire de la France n'est pas en fait justifiée, quoi. Ce n'est pas justifié. Moi, je pense plutôt qu'il faut compter sur des armées africaines. Donc, faire de l'opération Barkhane. N'oubliez pas que Barkhane, c'est juste le nom donné à une opération. Mais maintenant, quels sont les noms donnés aux autres bases militaires françaises ici en Afrique? Est-ce la fin de l'opération Barkhane? C'est la fin de la présence militaire française en Côte d'Ivoire? La réponse est non. Au Niger, la réponse est non. Au Sénégal, la réponse est non. Au Djibouti, la réponse est non. Au Gabon, la réponse est non. Au Tchad, la réponse est non. Donc, fondamentalement, c'est une annonce, c'est un coup de paix dans l'eau. C'est juste une opération de communication. Fondamentalement, ça ne change rien. Mais moi, je pense plutôt que les pays africains doivent saisir cette occasion, doivent s'en inspirer pour bien sûr consolider, en tout cas, se doter d'une armée qui soit réellement souveraine, qui soit réellement indépendante, une armée qui puisse défendre l'intégrité territoriale de chaque pays africain. Bien sûr, chaque pays africain doit se doter d'une armée qui puisse défendre la souveraineté, en tout cas les outils de souveraineté du pays en question. C'est de cela qu'il est question, mais ce n'est pas le discours de la France. Que la France ait une base militaire en Afrique, oui ou non. Et cela doit empêcher les Africains de se doter de capacités de défense ou de capacités d'attaque. Moi, je pense que la réponse est non. Nous ne devons même pas avoir simplement des armées qui soient défensives, mais nous devons avoir des armées qui soient très offensives. Parce qu'on ne sait pas de quoi demain est fait. Il faut se préparer à toutes les éventualités. J'ai tout en dit. On ne peut pas comprendre qu'un pays de la taille de la Corée fasse trembler, comme la Corée du Nord fasse trembler les États-Unis, et qu'aujourd'hui, nous, un continent comme l'Afrique, c'est un pays comme la France qui continue à faire trembler à tel point que certains présidents africains disent qu'effectivement, ils sont sous pression de la France, que la France est en train de les mettre la pression. Donc, c'est une déception. Je pense qu'il faut travailler à renforcer les armées africaines. Il faut travailler surtout à doter l'Afrique des armées purement africaines. Merci. Allez, Luc Michel, je vous renvoie la même préoccupation sur le fait donc que, pardon, dans le fond, on a juste une opération qui s'envoie et Saadi Arab a bien fait de revenir là-dessus, même si l'opération Barkhane, on le sait, concernait un peu plus que la France, plusieurs pays européens. Mais après, dans le fond, qu'est-ce qui change fondamentalement? Est-ce que ça pourrait ouvrir un véritable boulevard quant à la fin donc, eh bien, des manœuvres ou alors des opérations militaires françaises sur le continent africain? Écoutez, moi, je ne partage pas totalement l'avis de Diawara. Je pense aussi qu'il ne faut pas crier victoire trop tôt, parce que les Français sont encore présents ailleurs. Mais il faut savoir que la guerre du Sahel, c'est avant tout une guerre médiatique. Et que la défaite, l'annonce du retrait français, c'est une défaite médiatique. La France reconnaît la défaite. Déjà, les médias français reconnaissaient que les panafricanistes, notamment Afrique Média, avaient la victoire dans la guerre médiatique, ce qui s'appelle la cyberguerre ou la guerre de communication. J'ai évoqué en début de cette émission l'émission de France Télévisions, c'est dans l'air qui a été diffusée il y a quelques jours, consacrée à la cyberguerre. Je vais vous lire rapidement ce que disait le journaliste de cette émission, donc sur une chaîne d'État français. Ouvrez les guillemets. Compte tenu de l'annonce du retrait français de Barkhane, il est évident que vos communications ont eu un effet concret sur les opinions publiques.
Il évoque aussi cette incroyable influence que nous avons sur les opinions publiques au Mali, au Burkina Faso, au Cameroun et en Côte d'Ivoire. Vous savez, il y a 10 ans, quand nous menions nos premiers combats, on riait de nous, on nous étouffait, on nous appelait les aboyeurs. Mais nous avons vaincu les puissantes chaînes françaises, CRFI, France 24, France 5, la Deutsche Welle, ou encore CNN ou la Voix de l'Amérique. C'est cela la vérité. La défaite de Barkhane au Mali, c'est un symbole. C'est le point de départ, évidemment, de la libération de l'Afrique. Merci à vous, Luc Michel. On va peut-être, Luc, rester à votre niveau pour tenter davantage d'apprécier dans cette nouvelle orientation donnée que voudrait donc singulièrement donner donc Emmanuel Macron aux différentes opérations militaires de la France désormais sur le continent africain. Il est dit clairement, je le cite, selon l'Élysée, donc le principe est de réduire, va-t-on le lire, l'exposition, mais surtout la visibilité des forces militaires françaises en Afrique. Est-ce qu'on doit voir cela dans ce sens, Luc Michel? Écoutez, au début de cette année, il y a eu un livre fondamental qui est sorti, qui s'appelle Le déclassement français. Il explique comment la France est devenue une petite puissance régionale qui recule dans le Pacifique, au Proche-Orient, en particulier au Liban et en Syrie, et évidemment en Europe, face à l'Allemagne, et évidemment en Afrique. La France n'a plus les moyens de jouer à la grande superpuissance, ce grand bluff que De Gaulle avait fait de 1945 aux années 70. Aujourd'hui, la France redevient ce qu'elle est, une petite puissance régionale qui est contestée en Afrique dans le précaré français, y compris par ses alliés occidentaux, mais qui est également contestée au sein de l'Union européenne par l'Allemagne. Voilà ce qui se passe. La communauté européenne qui a s'est appelée l'Union européenne, avait été construite par De Gaulle sur la base d'un binôme géopolitique franco-allemand. Ce binôme n'existe plus. L'Allemagne qui est ruinée par la guerre en Ukraine, elle cherche à en sortir. Et les projets qui sont mis aujourd'hui de défense européenne, ils se font avec des armements américains et l'armée américaine contre l'armée française. C'est l'échec géopolitique et géostratégique de la France. Le maintien de la présence française en Afrique avait été organisé par François Hollande en dégraissant l'armée française sur le continent européen. On avait fermé la moitié des régiments, des escadrilles aériennes et des bases militaires françaises en France même. L'armée française n'est plus capable aujourd'hui de défendre l'Hexagone. Il y a eu au début de cette année, évidemment, une série de rapports qui ont été faits sur l'état de l'armée française, notamment dans la perspective d'une guerre de l'Ukraine et d'une possibilité de guerre contre la Russie. La France ne serait même pas capable de défendre, l'armée française ne serait même pas capable de défendre la France en cas de guerre en Europe. Elle n'est même plus capable de tenir un front qui serait le front de celui de la France. Comme en mai 40, les Français, en quelques semaines, seraient renvoyés sur les Pyrénées. Voilà la réalité. L'histoire retiendra que tout ceci a commencé en Afrique, en Centrafrique, au Mali, au Soudan et en Libye. Avant de vous retrouver donc Nestor Issa Diarra, je reviens rapidement à vous puisqu'on a davantage cette nouvelle donne qui va donc certainement prévaloir dans les différentes opérations militaires françaises sur le continent africain. On dit désormais ne plus vouloir une quelconque, du moins réduire l'exposition de la présence militaire française sur le continent africain. Est-ce qu'on doit voir véritablement dans cette réorganisation de la politique militaire de la France sur le continent africain une nette volonté de réduire la visibilité de la présence des militaires français sur le continent africain? Oui, la France veut réduire les moyens militaires. Luc, s'il vous plaît, la parole est à Issa Diawara. S'il vous plaît. Ok, merci bien. Peut-être c'est là que Luc Michel n'avait pas compris.
quand je dis en réalité que Macron faisait une annonce de classe, c'est-à-dire qu'il n'a même pas de contenu, qu'en fait, la fin de l'opération Barkhane, l'expulsion de Barkhane n'est pas la fin de la présence militaire française en Afrique. Quand il dit il n'est pas être d'accord avec mon avis, il n'est pas créé vite victoire. Je ne vois pas où se trouve la victoire dans cette histoire. Je pense que c'est plutôt l'ennemi Michel commet une erreur terrible. Parce que quand il dit que c'est plutôt une défaite médiatique, c'est minimiser l'ampleur de la défaite militaire infligée à la France. La fin de l'expulsion de Barkhane n'est pas une défaite médiatique. C'est une défaite militaire. Il faut reconnaître qu'il pour une première fois, un pays africain a infligé une défaite militaire à la France. Je suis sur le terrain, je sais de quoi je parle. N'oubliez pas que les bases militaires françaises avaient été encerclées. Il ne faut pas jeter ça dans l'eau. Il n'y a pas tout pays, il y a combien de pays en Afrique aujourd'hui qui peuvent encercler militairement les troupes françaises. Les Français s'en plaignaient d'ailleurs, ça il ne faut pas l'oublier. Et d'ailleurs, le Mali a dénombré combien de fois la violation de son espace aérien. Et la France aujourd'hui a du mal à démentir. Ça montre simplement que le Mali a des moyens, des radars aujourd'hui qui puissent surveiller tous les mouvements de la France. Et quand le Mali dit même au niveau du Conseil de sécurité, disait dorénavant de son droit à la légitime défense, c'est-à-dire quoi? Abattre directement les avions de chasse, les drones de la France, et même s'en prendre aux troupes françaises. C'est ce que le Mali a dit, non? Ce n'est pas sur un média. C'est au niveau du Conseil de sécurité de l'ONU, et le représentant de la France était bien présent. Et il sait que le Mali est à mesure de mettre cette menace à exécution. Ce n'est pas une défaite médiatique, mais c'est d'abord une défaite militaire. Médiatique, oui. Quand le Mali expulse RFI, France 24, c'est la défaite médiatique. Le Mali a infligé des défaites à la France sur tous les points, au niveau de tous les volets. Nous n'avons pas fini. C'est une guerre qu'on a plusieurs batailles. Donc, l'expulsion de Barkhane, ce n'est pas une défaite médiatique. C'est vrai, les médias en parlent en défaveur de la France. Là, je peux comprendre que vous parlez d'une défaite médiatique. Mais il faut savoir que ce n'est pas qu'une défaite médiatique. Il faut savoir aussi qu'il y a eu une défaite militaire infligée à la France. Parce que même les troupes appuyées aujourd'hui par Barkhane sont en difficulté. J'ai une fois dit ici, et vous pouvez vérifier, que les renseignements ont intercepté une communication des touristes de la France qui voulaient quitter le Burkina pour le Mali et qui ont dit qu'ils ne veulent pas aller s'apprendre au Mali parce que quand vous partez attaquer une position militaire au Mali, vous ne revenez pas sain et sauf. Même vous ne serez pas blessé, vous risquez la mort ou d'être capturé. Aujourd'hui, nous pouvons faire un mois ici. Plus aucun camp militaire n'est attaqué au Mali. Depuis qu'il y a eu ces attaques médiatiques où Katia a été attaqué, je ne sais pas, ils n'ont même pas fait de trucs. Et ensuite, quelques camps militaires, c'était le tapage. Et à l'époque, nous, on avait dit cela. D'une opération de communication. Et aujourd'hui, il est très clair que les terroristes, grâce à la montée en puissance de l'armée malienne, les terroristes ne parviennent plus à s'attaquer à un seul camp militaire du Mali. Or, autrefois, chaque semaine, une position de l'armée malienne était attaquée. Et quand vous voyez nos frères du Burkina venir pour qu'on mette en place une opération conjointe de lutte contre le terrorisme, mais ça montre que les pays d'Afrique de l'Ouest sont en train de se libérer, la France est en train de se chercher militairement et amoindrir cette victoire, ramener ça à une simple victoire médiatique. En réalité, c'est rabaisser, c'est sacrifier, c'est jeter à l'eau tous les sacrifices faits jusque-là par les vaillants peuples du Mali et de l'Afrique de l'Ouest pour infliger cette défaite militaire à la France. C'est une défaite militaire, pas une défaite médiatique. Qui parle de défaite médiatique, de défaite militaire? Bien sûr, cela entraîne une défaite médiatique, parce qu'il faut en parler. Aujourd'hui, nous, panafricains, nous sommes en mesure de dire qu'un pays africain a défait la France sur le champ de bataille. Un pays africain en train de désarmer les mercenaires de la France. Un pays africain menace la France d'abattre ses avions. Un pays africain dit à la France, quitte tes bagages et quitte mon territoire. Un pays africain a fait fermer les médias français. Donc, ce n'est pas qu'une défaite médiatique, bien sûr, qui a été infligée à la France, mais bien sûr, c'est une défaite militaire et je pense reconnaître cela. Cela contribue en tout cas au progrès de la lutte de ce qu'on appelle la lutte panafricaine. Merci.
Pardon, merci à vous donc Issa Diarra. Nestor Podacé, je me retourne rapidement vers vous pour tenter davantage d'apprécier donc, on va le dire, cette nouvelle orientation que voudraient donc donner les autorités françaises donc sur la présence militaire de ces derniers sur le continent africain. L'objectif donc, dit-on, est de réduire, j'arrive finalement, de réduire, de revoir à la baisse, on va dire, la visibilité de la présence militaire française sur le continent africain. Mais Issa Diarra tout à l'heure nous le disait si bien, c'est une véritable déculottée qu'a donc infligé, on va dire, le combat panafricaniste, qui amène donc définitivement la France à prendre du recul quant à ses actions militaires sur le continent africain. De quelle visibilité parle-t-on? J'ai envie de connaître à votre niveau, Nestor Podacé. Moi, je donne raison à Issa Diawara parce que c'est le combat panafricaniste qui a amené la France à prendre du recul. Parce que d'abord, tout est parti du Mali. D'abord, il faut dire que tout est parti de la Libye, où ATT, le président Amadou Touré en son temps avait dit, il n'était pas d'accord sur l'intervention militaire de l'OTAN en Libye, où il a dit, si vous intervenez militairement en Libye, toute l'Afrique de l'Ouest sera déstabilisée. On ne l'a pas écouté. En ce moment, il y avait les Abdullah Wade traite, les Blaise Compaoré traite qui ont aidé Kadhafi, qui ont aidé les Occidentaux à tuer Kadhafi. Et après la mort de Kadhafi, ça s'est répandu sur le Mali. Jusqu'à ce que Ibeka Lepion arrive au pouvoir, Roch Kaboré arrive au pouvoir ici, Blaise était là, Roch est venu. Et ça continue à perpétuer jusqu'à ce que nous commençons à dénoncer, jusqu'à ce que, et pour le Mali, ils ont commencé il y a longtemps, mais ils n'étaient pas trop écoutés. C'est quand le célèbre artiste, le papa Salif Keïta, a fait une sortie pour dénoncer publiquement les agissements de la France, que cela a fait un tollé dans le monde entier et le peuple malien a pris un sursaut d'orgueil. Et en plus de ça, il y a un député malien qu'on appelait Diarra, je pense, c'est Diarra quelque chose, un député malien, qui a parlé de l'attaque de la tuerie de Ouagassogou. Moussa Diarra. Issa Diarra, voilà. Moussa Diarra plutôt. Voilà. Cela a fait un tollé dans le monde africain et nous, au Burkina, on faisait les relais. Et je me rappelle très bien, c'est la même année 2019 où au Burkina Faso, on m'a fermé dans tous les médias parce que les gens me trouvaient très, très critique, très, très direct dans mes prises de position. Donc, on m'avait fermé presque dans tous les médias, radio comme télé. Je n'avais pas droit à la radio et télé ici au Burkina. Et jusqu'à ce que, doucement, Ibeka tombe en 2020. En 2021, nous avons lancé des manifestations d'envergure parce que la même année ici au Burkina, l'actuel ministre du Travail, qui est Bassol Mabassé, en septembre 2019, avait organisé des manifestations ici et contre la présence française, la présence des militaires français au Burkina. Donc, cette manifestation, ça a été durement réprimandée par la police, qui était un vassau de la France-Afrique. Donc, en 2021, nous avons marqué pause. En 2020, nous avons continué à dénoncer sur les réseaux de sensibilisation de quartier en quartier, de bouche à oreille. En 2021, nous avons repris les manifestations d'envergure de rue, où nous avons été gazés, embastillés, emprisonnés. Mais Dieu merci, on a continué jusqu'à ce qu'il y ait un coup d'État en 2021 ici, en 2022 ici. Et Damiba vient, il continue la même chose. Nous avons continué jusqu'à ce qu'un patriote arrive. Et au Mali, c'est la même chose. Et donc, je pense qu'aujourd'hui, la France ayant quitté le Mali avec honte et sans gloire, aujourd'hui au Burkina, la France est mise à mal parce que la France a pris une très belle gifle en plein visage. Bye. Donc, la France actuellement se cherche. Donc, il rase les murs au Burkina ici. Alors que l'ambassadeur bandit, l'ancien barbouze qui est à Ouaga ici, qu'on appelle Luc Alal, il s'est pavané partout pour faire conférence de presse. Actuellement, il rase les murs, on ne le voit même pas pratiquement dehors, il se cache. Alors donc, bon, cette crise fin-là, la France pouvait éviter cela, hein. Mais on ne doit pas avoir pitié d'eux. C'est des gens qui sont sans cœur, ils boivent le sang humain. Donc, c'est des gens à qui il ne faut pas vous faire des cadeaux. Il faut les assommer carrément et ils doivent plier leurs bagages. Donc, cette annonce-là, pour moi, c'est un coup d'épée dans l'eau de mer. Donc, le combat panafricaniste, Niger doit continuer les manifestations. Tchad doit continuer. Le Mali doit continuer pour mettre la ministre dehors. Le Burkina doit continuer pour mettre les forces sabres ici à Ouaga, les forces spéciales françaises ici à Kamouessé dehors. Et Abidjan doit continuer pour que 43e du MAC quitte. Le nord du Bénin doit continuer. Le Bénin doit continuer pour qu'il quitte au nord du Bénin.
Le Sénégal doit s'élever contre les bases militaires françaises au Sénégal. Et en ce moment, on aura fini avec cette histoire de l'armée française quitte le Sahel. S'il quitte le Mali seulement, ce n'est pas suffisant. Il faut qu'il quitte le Mali, le Sénégal, la Côte d'Ivoire, le Burkina, le Niger, le Tchad, le nord du Bénin. En ce moment, on aura gagné parce qu'ils ont quitté la Centrafrique. Le dernier contingent a quitté avant-hier. Donc, il faut que ça soit la même chose dans tous les pays, sans exception. Voilà un peu ce que je peux donner comme lecture. Et je profite de vous dire que je vais vous dire au revoir parce qu'il y a des urgences qui m'attendent. Il faut que je me retire pour régler ça rapidement. Merci beaucoup. Que Dieu vous bénisse. On est ensemble. Merci infiniment à vous, Nestor Podacé, pour votre contribution. Alors, je me retourne rapidement vers vous, Luc Michel, on l'a dit tout à l'heure. Est-ce que ce n'est pas finalement la fin d'un véritable concept qui est en train d'être enterré, vu qu'on l'a vu le 18 août dernier, en tout cas lors du dernier mouvement du contingent, en tout cas de Barkhane du côté du Mali, que ces derniers se sont réarticulés du côté du Niger, où aujourd'hui le gouvernement français a quasiment près de 3000 soldats qui sont, même si on ne veut pas officiellement donner une nouvelle appellation, en tout cas à cette présence militaire française du côté du Niger. Est-ce que ce n'est pas finalement la fin du concept Barkhane que l'on est en train d'enterrer, vu que les militaires français, eux, ils restent, que ce soit sous la forme de la MINUSMA, que ce soit sous la bannière des bases militaires, ou alors sous la présence d'une nouvelle réarticulation, en tout cas de la présence militaire au Sahel, pour le cas du Niger. C'est la fin du concept de Barkhane et d'expédition militaire française. Mais je voudrais répondre Diawara, il ne faut pas confondre l'origine et le résultat. L'armée malienne, elle a vaincu l'armée française militairement parce que précédemment, nous avons activé les bases panafricaines qui ont permis les conditions politiques du soutien du peuple à l'armée malienne et au départ des Français. Vous savez, contrairement, je ne parle pas de la Libye. J'étais en Libye lorsqu'on a détruit la Somalia de Kadhafi. Militairement, l'armée libyenne, pendant les premiers mois de 2011, elle a vaincu sur le terrain. Mais nous avons été vaincus médiatiquement. Il n'y avait personne pour en parler. Et les Africains n'étaient pas informés de notre combat et du combat de Kadhafi. 10 ans plus tard, c'est différent. Grâce au combat qu'a initié Afrique Média dès 2012, eh bien, nous avons remporté la guerre médiatique. Nous avons mobilisé les bases panafricaines et nous avons rendu possible les conditions de la victoire de l'armée malienne au Mali. Mais comme dit Awara, je suis tout à fait d'accord que ce n'est pas terminé. Ça sera terminé lorsque les Français auront quitté la totalité du continent africain et leurs complices américains, espagnols, allemands, belges et britanniques également. Mais il faut savoir que les Français conçoivent aujourd'hui la guerre différemment. Au sommet de Montpellier, en marge, Mme Marly, la ministre de la Défense, elle a annoncé que la France allait se lancer dans la guerre de communication et que la guerre de communication allait être confiée à l'armée française. C'est aujourd'hui un général français qui dirige ce qui s'appelle la cyberguerre. C'est pour ça qu'ils ont fait cette émission. La France aujourd'hui n'a plus comme priorité des objectifs de déploiement militaire, mais des objectifs de bataille médiatique. Et c'est dans cela que nous allons devoir les affronter. Maintenant, il est bien certain que l'histoire retiendra que c'est en Centrafrique, que c'est au Mali que les Français ont été défaits. Aujourd'hui, la guerre du Sahel, tout le monde sait que Marc-Antoine Pérouse de Montreux, en 2019, avait raison. La guerre du Sahel est une guerre perdue de la France. Merci à vous, Luc. Allez, Général Issa Diarra, je vous reviens rapidement, vu que désormais la France voudrait également, à côté de ce retrait, en tout cas de l'opération Barkhane, s'adjuguer une nouvelle responsabilité, c'est-à-dire accompagner désormais les États africains qui voudraient avoir un accompagnement stratégique militaire en termes de formation. Quelle formation peut-on avoir aujourd'hui du point de vue militaire venant de la France? Vous demandez si
l'épervier peut apprendre au poussin à voler, c'est ça la question? Je ne pense pas, parce que nous sommes des proies pour la France, donc la France ne va nous fournir, en tout cas ne doit nous donner aucune formation militaire qui puisse nous être favorable. Simple raison, depuis 1960, bien avant 1960, n'oubliez pas que la France est présente ici militairement. Et de la présence militaire de la France, qu'est-ce que nous avons tiré comme bénéfice? Quel est le pays qui aujourd'hui admet des bases militaires françaises, qui a au moins un seul avion de combat qui a été pas donné, qui a été acheté à la France? Mais ça n'existe pas. La France a tout intérêt pour que nous soyons faibles. En réalité, nous sommes des armées désarmées. Permettez-moi de l'expression. On nous dit que vous êtes une armée, mais en réalité, nous sommes des hommes armés. Il ne faut pas confondre une armée et des hommes armés. La France a fait de nos armées ce qu'on appelle une organisation d'hommes armés. Vous avez quoi? Kalachnikov, et vous avez peut-être 30 balles avec vous. Et cela fait de vous une armée? La réponse est non. Une armée doit être en mesure de répondre aux menaces militaires du moment, c'est-à-dire aujourd'hui le terrorisme et autres. Nous devons être dotés de drones tout. Quel est le pays à l'aide de la France aujourd'hui qui est formé en tout cas à piloter des drones? Ça n'existe pas. Il faut aller vers les risques, vers les Turcs, il faut aller vers peut-être les Chinois et même les, je ne sais pas, d'autres puissances. Mais en tout cas, tout sauf les Français. Si la France était sincère dans sa formation militaire, n'oubliez pas que dans 11 accords coloniaux, la France était en tout cas le seul pays partenaire privilégié de toutes les armées et le seul partenaire. Mais est-ce que la France nous a une fois aidé à être des pays réellement indépendants? La réponse est non. La simple raison, quand un président ne plaît pas à la France est le seul pays à connaître où dort votre président, et de quoi est occupé vos armées, c'est quoi votre effectif, quel est le budget de votre armée, combien de hommes vous avez à cet endroit, combien de hommes sont en train d'escorter votre président. C'est pourquoi la France se lève un bon matin et vient faire un coup d'État. Donc en réalité, en ayant la France comme seul partenaire, c'était une façon d'avoir la France comme seul pays à mesure de nous déstabiliser militairement, d'arrêter nos régimes quand elle veut. Si la France n'avait pas fait un coup d'État au président Modibo Keïta au Mali, s'ils n'avaient pas déstabilisé des pays comme la Centrafrique, des pays comme la Libye, d'autres pays, le Burkina, s'ils n'avaient pas abattu Thomas Sankara, est-ce les Africains seraient aujourd'hui en train de se jeter à la Méditerranée pour aller être ce qu'on appelle des immigrés clandestins en Europe? En réalité, ce n'est même pas une migration, c'est une déportation ce qui se passe. Des gens vont là-bas, ils prennent ce qu'ils veulent, ils créent des conditions pour que les gens se retrouvent chez eux là-bas et ensuite ils vont trier. Ceux qui sont bons, des bons footballeurs, ils les prennent. Ceux qui sont des bons boxeurs, ils les prennent. Ceux qui sont très bons là, ils les prennent. Ceux qui sont moins bons, ils les déposent dans une poubelle et ils disent aux pays africains, venez prendre vos concitoyens. Donc la France ne peut jamais former un pays africain et c'est là que l'ennemi Luc Michel fait beaucoup d'erreurs encore, parce que quand il me dit de ne pas confondre l'origine et le résultat, mais en réalité, je pense, il me semble, c'est comme s'il avait dit que le poisson vit dans l'eau. C'est-à-dire pour moi, c'est un peu la même chose ce qu'il dit. C'est ce que je disais, que c'est une défaite militaire qui a été infligée à la France. Maintenant, quand il parle qu'il y a eu, oui, des masses populaires d'Afrique qui ont soutenu le Mali, oui, on appelle ça les facteurs de réussite. Les facteurs de réussite. Sur le terrain, moi, Issa Diawara, je n'étais pas là-bas. Aux côtés du caporal malien ou du sergent malien qui se bat. Je n'étais pas là-bas quand le ministre de la Défense, Sadio Kamara, va chercher des armes du côté de la Russie. Mais nous avons été là en termes de communication au niveau des combattants. Bien sûr, nous avons contribué à cette victoire de l'armée malienne. Mais ne l'oubliez pas, il a fallu que quelques colonels prennent leur courage à bras le corps, venir déposer un président qui travaille pour la France, notamment Ibrahim Boubacar Keïta. Au départ, beaucoup étaient sceptiques, il fallait les observer à l'œuvre. Ils ont posé des actes dans le sens de ce que veulent en tout cas les panafricains, les Africains. Et c'est dans ce contexte qu'ils ont mérité notre soutien et notre accompagnement. Et tant que les dirigeants du Mali sont dans cette logique de la dignité africaine, de se débarrasser totalement de la France, d'aider à libérer d'autres pays africains, les dirigeants maliens auront toujours notre accompagnement. Je le dis, je le répète, nous ne sommes pas dans un soutien aveugle autour d'une personne. Si les dirigeants maliens d'aujourd'hui décident de ne pas le faire, ils n'auront plus notre soutien.
Si Ouattara demain décide d'être un panafricain, d'aider à combattre la France, d'aider à finir avec le CFA, il aura notre soutien. C'est une évidence. Il s'agit de ce que tu fais. Si Ouattara décide de ne plus emprisonner ses compatriotes là-bas pour le beau jeu de la France, de libérer tous ces prisonniers politiques, d'aider l'Afrique, de travailler pour l'unité africaine, nous, on n'a plus de problème avec Ouattara. Donc, tant qu'il a dit des bases militaires françaises chez lui, il reste une cible. Parce que là, il n'y a pas de différence entre la France et lui. Donc, dire que la France va nous former, la réponse est non, la France ne nous formera jamais. Ça fait 60 ans que la France nous forme. Elle a contribué au recrutement. Elle a formé des militaires qui ont eu des cheveux blancs, qui sont partis à la retraite. Mais nos armées, la France même dit que nos armées sont faibles, que nos armées sont inexistantes. Bon là, soit c'est le docteur, en tout cas la France, qui a prescrit l'ordonnance. La France est mauvaise. Et ensuite, la jet française, soit sa formation est mauvaise, ou en tout cas la France est de très mauvaise foi. Et pourquoi ne pas nous équiper aussi encore une mauvaise foi? Qu'est-ce qu'il faut faire? Après plus de 60 ans, il faut changer de partenaire. Et nous avons toute raison aujourd'hui de changer de partenaire. Nous sommes avec les Russes. Les Iraniens sont la bienvenue. Les Turcs, s'ils sont prêts à nous former de gagnant-gagnant, on n'a pas de problème. Les Nord-Coréens, tous les pays sont les bienvenus à condition de respecter la souveraineté des pays africains, à condition de ne pas voir des Africains comme des individus de seconde zone qui ne peuvent pas lutter d'eux-mêmes, qui ne peuvent pas gagner d'eux-mêmes et qui ont besoin d'être assistés éternellement. Non, nous sommes très intelligents, nous pouvons nous battre de nous-mêmes et nous pouvons nous-mêmes nous former de nous-mêmes. Nos militaires qui avaient fait face à la pénétration coloniale n'avaient pas été formés par les Français ou par des Anglais ou par des Russes. C'était des militaires africains qui ont été formés ici, en Afrique, qui ont été préparés à la magie africaine et qui avaient vaincu presque l'armée coloniale. Il a fallu qu'entre nous Noirs, que les Blancs trouvent une stratégie pour nous monter les uns contre les autres. Et ensuite, n'oubliez pas qu'il y a eu certains Noirs, des mauvais qui, malheureusement, se sont battus du côté des troupes coloniales. Donc, nous n'attendons rien d'une formation de la France. Et d'ailleurs, la France ne peut pas nous former. Un militaire français ne peut pas battre un militaire malien. Et si on les met sur un ring, dans un combat au désert, s'ils ne sont pas d'accord, on peut organiser de tels matchs. Donc, ils sont physiquement, ils ne tiennent pas mieux que nous. Moralement, ils ne tiennent pas mieux que nous. Pourquoi nous allons nous laisser former par eux éternellement? Je vous remercie. Merci à vous, Issa Diarra. Peut-être d'aborder cette dernière ligne droite dans le cadre de ce programme. On voit sur une attitude du président Emmanuel Macron sur effectivement l'une des volontés, alors l'orientation que voudrait apporter à la politique française sur la présence militaire française sur le continent africain et plus singulièrement au Sahel. Nous amorcerons une transformation profonde de notre présence militaire au Sahel, dont la modalité et le calendrier seront précisés dans les semaines à venir. Cette transformation se traduira par un changement de modèle, c'est-à-dire la fin de l'opération Barkhane en tant qu'opération extérieure. Avec des groupes qui, à côté de ça, tirent sur nos enfants. C'est ce qu'il faut que vous représentiez. Je ne sais pas expliquer aux parents d'un soldat français que je renvoie ses frères d'armes alors qu'il est tombé sur le champ d'honneur aux côtés d'armées qui décident de négocier avec leurs assaillants. Cette ambiguïté, elle existe sur le terrain. Tant qu'elle n'est pas complètement levée, je ne peux pas reprendre les opérations communes et je ne le ferai pas. C'était donc une attitude du président Emmanuel Macron face à la volonté donc des autorités de Bamako d'arrêter en tout cas toute opération conjointe avec l'opération Barkhane du côté de Sahel. Luc Michel, je vous retrouve et on évoquait tout à l'heure cette volonté donc de réorganisation de la politique militaire française sur le continent africain. On a les témoignages de l'accompagnement militaire de la France du côté de la République centrafricaine. Les témoignages sont plutôt glaçants, des soldats d'une armée régulière qui étaient obligés de s'entraîner avec quoi des bâtons alors que les terroristes en face sont lourdement armés. Et la question est de savoir est-ce que la France
est capable aujourd'hui d'appuyer stratégiquement les États africains aujourd'hui? Écoutez, la France ne forme pas les armées africaines, mais les Allemands, les Belges, les Britanniques et les Américains non plus. Les armées africaines, pour le matériel, non, les avions de combat, les hélicoptères, les satellites, sont réservés aux Occidentaux et les Africains n'y ont pas accès. Il y a une arme des drones américains. Il y a une guerre des drones américains. Elle est établie au Niger. Elle a été établie avant au Pakistan. Elle est entièrement des mains de techniciens américains. Elle est pilotée depuis le Texas. Voilà la vérité. Lorsque la mission européenne est venue former l'armée centrafricaine en 2015, ils ont établi les armes aux Nations Unies. Et on a des soldats centrafricains pour enfants africains. Il faut retenir cela. Pendant ce temps-là, évidemment, les terroristes, eux, ils ont des kalachnikovs, du matériel moderne, des missiles anti-tanks et hélicoptères, évidemment. Donc, ce qu'il faut retenir, c'est que le partenariat gagnant-gagnant, il est fait avec les Russes ou les Iraniens. Les Russes, ils offrent, je dis bien, ils ne vendent pas, ils offrent des avions et des hélicoptères de viennent former les armées africaines, armées avec de l'armement véritable, aux méthodes techniques du combat moderne. La Russie a une expérience. Elle a vaincu le terrorisme dans le Caucase. Elle l'a vaincu en Syrie. Elle l'a vaincu en Libye face aux Turcs. Il ne faut pas croire que la Turquie est venue aider les Africains. La Turquie, c'est la deuxième armée de l'OTAN et c'est la principale complice des États-Unis en Afrique et au Proche-Orient. Mais ce sont les Russes qui ont arrêté de vendre ces jours-là. Les djihadistes turcs et leurs conseillers turcs. Voilà ce qu'il faut retenir évidemment. Le partenariat gagnant-gagnant avec la Russie, qui a déjà été démontré d'ailleurs en Algérie, au Soudan et en Centrafrique. C'est cela que la Russie propose. Il ne faut rien attendre des Occidentaux. Il faut simplement exiger leur départ. Il faut tout simplement exiger donc leur départ. Et c'est effectivement cette réflexion que l'on voudrait donc avoir, peut-être pour tenter de sortir de cette réflexion. Luc Michel, quelle posture donc devraient avoir désormais les États africains? On en a visiblement terminé avec Barkhane, mais les bases militaires, elles restent et demeurent avec les présences justifiées ou non des soldats français sur le continent africain. Comment faire pour s'en débarrasser définitivement? Mais il faut suivre justement, et là je rejoins Diawara, il faut suivre l'exemple malien et l'exemple centrafricain. Il faut rompre avec le néocolonialisme et demander le départ des militaires. Mais la principale chose, la domination occidentale, elle est possible parce qu'il y a une bourgeoisie comprenant des chefs d'État comme Kagame et Tshisekedi ou Alassane Ouattara ou Issoufou ou etc. C'est-à-dire tous ces gens qui sont des collabos des Occidentaux. Il faut rompre avec l'Occident, se tourner vers le bloc de l'Est. La place des États africains, elle est à titre égalitaire aux côtés du bloc de l'Est qui veut un monde multipolaire. Merci. Allez, Issa, la parole est à vous. Quelle dynamique doit-on désormais mettre en place pour finalement se séparer, on va dire, de cette présence militaire, française sur le continent africain, quand on sait quand même qu'il y a plusieurs mécanismes qui sont mis sur pied pour permettre aujourd'hui de justifier ou non la présence de ces armées d'occupation sur le continent africain. Le Mali d'ailleurs en souffle le martyre, on va le dire comme cela, avec la présence de la MINUSMA, malgré les garanties accordées et données d'ailleurs par le gouvernement de votre pays
quant à la capacité du Mali à faire face à la crise, face à la menace terroriste. Eh bien, on l'a vu lors des débats devant les Nations Unies, qu'il y avait comme une espèce de refus face donc à la carte qu'a voulu jouer le Mali, ce qui nous permet de croire aujourd'hui que quoi qu'il en soit, il y aura toujours un stratagème qui sera mis en place pour permettre aujourd'hui au continent, à la France, d'avoir un contingent militaire sur le continent africain. Ok, M. Fabrice Ndoum. Vous savez, on a expérimenté quelque chose au niveau du Mali. Nous avons dit que le Mali était ce qu'on appelle phase pilote de ce que les Africains préparent dans le cadre d'expulsion de toutes les bases militaires françaises. Donc le Mali est en phase pilote de cette opération. Cela a fonctionné au Mali, oui ou non? Oui. Centrafrique aussi, je considère ça comme phase pilote, ces deux pays. Cela a fonctionné, oui ou non? Oui, sans que nous tirons une seule balle en destination d'un militaire français. Maintenant, comment cela est arrivé, n'oubliez pas, il s'agit d'abord de déposer les valets de la France à la tête de ces pays. Parce que la présence de la France dans les pays africains, les bases militaires françaises sont régies par certains textes, il y a des documents. Maintenant, s'il y a des documents qui garantissent ces documents, ce sont des hommes que la France impose à la tête de nos pays. C'est pourquoi beaucoup ne comprennent pas pourquoi la France s'ingère quand il y a élection en Afrique. Pourquoi la France dit peut-être qu'il faut enlever Gbagbo, il faut mettre Ouattara. Et non, il faut reconduire Macky Sall et non pas Ousmane Sonko. Il faut faire ceci et non pas l'autre. Pourquoi c'est la France? Est-ce l'Afrique était, en tout cas, est une province de la France? Parce que l'homme qui va venir, le politique qui va venir, le présent ici, nos constitutions telles que la constitution, les constitutions en tout cas de ce qu'on appelle les précarés de la France sont élaborées et sont conçues. C'est des choses qu'en réalité le président, il est à la fois au-dessus de tous les magistrats, au-dessus de tous les militaires, au-dessus en tout cas même de la loi s'il le faut. Le président est super puissant ici dans ce qu'on appelle le précaré français. Donc si le président a toutes ses puissances et que c'est la France qui l'impose, donc ce président a le droit de vie et de mort. Comme Ouattara le fait 11 ans en prison pour certains Ivoiriens sans jugement. Donc comme Bazoum le fait, il peut vous tuer juste pour une manifestation. On en a vu du côté du Tchad, ils peuvent faire ce qu'ils veulent contre les Africains sans que personne ne bouge. Tout simplement parce qu'ils sont des hommes de la France. Mais attendez qu'un président qui ne roule pas pour les intérêts de la France tente la même chose. Donc la France, en ayant ces hommes à la tête de nos pays, ce qui rend complètement presque impossible l'expulsion de ces bases militaires françaises. Ce qu'il faut faire, il faut d'abord s'apprendre à l'homme de la France qui est à la tête de nos pays. Il faut d'abord enlever les valets de la France à la tête du pays. Les Français noirs qui se trouvent à la tête du pays, vous l'enlevez d'abord. Quand vous allez enlever les Français noirs, à ce moment les Français bleus, vous allez l'atteindre. Ce n'est pas compliqué. Il faut d'abord enlever votre Français que vous-même, vous avez en tout cas vu naître chez vous, que vous avez élevé chez vous et qui a pris le pouvoir et qui se veut être un endo-colon qui travaille à garantir la présence militaire de l'occupant du colon chez vous. Donc il faut d'abord vous débarrasser de cet homme. Maintenant, si cela doit intervenir, les Maliens sont rapides. Vous savez, nous ne sommes pas des bons enfants occidentaux pour attendre ce qu'ils appellent leur fameuse élection où la France va inonder leurs candidats de CFA pour acheter des voix. Non. Quand nous on n'est pas d'accord, on se lève, on te dépose et puis on amène celui qui va lutter pour nous. Et ces derniers, s'ils trahissent, on te dépose. Pour nous, il n'y a pas meilleure élection que ça. Donc, s'il y a des pays aussi qui veulent attendre l'élection, d'accord, attendez l'élection, mais travaillez à ce que votre élection ne vous soit pas volée. Comme je vois au Sénégal, Ousmane Sonko veut aller à une élection. Donc, rassurez-vous que la France ne va pas vous voler votre élection. Parce que pour vous battre, la France est capable de dire à son candidat de se présenter à une quatrième élection. C'est-à-dire pour un 4e mandat, un 5e mandat, même à un 10e mandat, s'il n'y a personne pour le battre en face. Mais quand ça ne va pas dans l'intérêt de la France, à ce moment, on va vous dire que vous avez fait ça, vous avez fait ceci. Donc je pense la libération de l'Afrique, la meilleure façon d'expulser les bases militaires françaises de l'Afrique, c'est le soulèvement des peuples d'Afrique. Dites non à vos dirigeants qu'on ne veut pas cette base ici. Débarrassez-nous de ces bases militaires. Il n'y aura pas un ange qui viendra nous le dire. Dieu ne viendra pas, ne descendra pas sur terre pour nous le dire. Jésus ne viendra pas, Mahomet ne viendra pas. Personne d'autre ne viendra
demander le départ des bases militaires françaises. Les Chinois ne viendront pas le dire. Il s'agit de nous, Africains. Ces bases militaires sont là pour garantir des intérêts contre nous, à nous de nous lever et nous débarrasser de ces bases militaires. Donc l'équation est aussi simple. Voici l'équation. Peut-être ce qui peut être difficile, sa mise en œuvre. Nous pensons que la jeunesse africaine aujourd'hui, du XXIe siècle, est assez courageuse, bien sûr, pour mettre ces plans à exécution. Je vous remercie. Merci à vous, Issa Diarra. Luc, on va sortir pour refermer définitivement donc ce programme pour tenter de savoir à votre niveau, Luc Michel, que doit-on finalement retenir de cette décision d'Emmanuel Macron qui va donc tirer un trait définitivement sur la présence de l'opération Barkhane au Sahel. Écoutez, moi je maintiens que c'est une grande défaite médiatique et actuellement la guerre hybride en Afrique qui ne concerne pas seulement le Mali, mais toute l'Afrique, c'est avant tout une guerre médiatique. C'est parce que les médias occidentaux, dont les médias français, France 24 et compagnie, ont été vaincus, que la libération du Mali et de la Centrafrique est possible, et que le grand retour de la Russie en Afrique, depuis 2015-2016, est possible. Moi, je me bats depuis des dizaines d'années pour cela. Il faut continuer, évidemment, le combat, de révéler les impostures occidentales. Et il faut évidemment que la cyberguerre ou la guerre de communication, comme disent les Français, elle doit déboucher sur de nouvelles défaites. Diawara Nestor Podasé qui a été le nôtre. Issa Diarra, vous transmettrez nos salutations à votre invité spécial qui vient donc depuis Bamako, depuis Ouagadougou, pardon, afin d'apprécier au mieux cette lutte panafricaniste qui est donc bien impulsée, bien implémentée du côté de Bamako. Merci à vous, très chers téléspectateurs, de nous avoir suivis. On va serrer le temps de cette édition d'Appel sur le continent qui se referme. On se donne rendez-vous demain lorsqu'il sera 16h30 GMT pour une nouvelle édition. D'ici à là, très bon suivi de programme sur Afrique Média. Bonne soirée à tous.